Nous nous trouvons actuellement sur les rives de l'Escaut, fleuve transfrontière de plus de 355 km, qui prend son embouchure en France, traverse la Belgique pour finalement se jeter là-bas à la frontière belgo-hollandaise en mer du Nord. Son bassin versant s'étend sur plus de 20 000 km². L'estuaire forme un delta commun avec d'autres fleuves transfrontières comme la Meuse et le Rhin. Ainsi, les bateaux doivent passer par un chenal creusé à même l'estuaire. Les ressources en eau constituent un défi de taille pour le droit de l'environnement. Quel est l'enjeu du droit des cours d'eau transfrontaliers? L'eau constitue la ressource la plus abondante sur la planète, à mesure où elle couvre 3/4 de sa superficie. Cependant, seulement 2,5% de l'eau peut être destinée à des fins de consommation humaine. Et parmi ce volume, seulement 0,3% se retrouve dans des cours d'eau ou dans des lacs. Alors il faut être attentif au fait que l'eau est soumise à de très fortes pressions anthropiques en raison notamment du développement de l'agriculture intensive, de l'industrialisation, mais aussi des aléas climatiques et de la poussée démographique. Nous nous trouvons actuellement sur le canal Anvers-Rotterdam. Quels sont les textes, les accords qui s'appliquent à ce cours d'eau transfrontalier? Je distinguerai le droit international conventionnel du droit de l'Union européenne. En droit international conventionnel, on retrouvera tout d'abord la Convention onusienne de New York de 1997 relative au droit sur l'utilisation des cours d'eau internationaux. Plus particulièrement s'agissant de l'Europe, on retrouvera la Convention d'Helsinki, adoptée dans le cadre de l'UNESC en 1992, qui porte sur la protection et l'utilisation des cours d'eau internationaux et des lacs internationaux. Plus particulièrement pour cette partie-ci de l'Europe, on retrouvera deux accords internationaux, ceux de Charleville-Mézières de 1994 qui portent sur la protection de l'Escaut et de la Meuse. S'agissant du droit de l'Union européenne, la directive cadre 2060 couvre notamment ces masses d'eau transfrontalières. Nicolas de Sadelire, je vais vous demander d'expliquer les textes que vous venez d'énoncer en les appliquant à ce cours d'eau transfrontière, l'Escaut. Tout d'abord, quelles ont été les avancées initiées par la Convention de New York en 1997? Je rappellerai que la Convention de New York de 1997 a été ratifiée par les Pays-Bas ainsi que par la France, mais n'est pas encore ratifiée par les autorités belges. Alors, cette Convention de New York est le produit d'une longue réflexion entamée par la Commission de droit international qui a abouti à un équilibre entre les intérêts des États en amont, la France, et les intérêts des États en aval, les Pays-Bas. De cet équilibre se dégage un principe qui porte sur une utilisation équitable et raisonnable de la masse d'eau. Cet équilibre est déterminé à l'aune de différents facteurs, parmi lesquels on retrouve un facteur environnemental. Quels sont les autres facteurs? La plupart des facteurs ont trait au développement socio-économique, aux besoins par rapport à la croissance démographique des populations riveraines du fleuve. L'environnement ne constitue qu'un des facteurs qui sont appliqués quant à la détermination de la portée du principe d'utilisation équitable et raisonnable. Cela revient à dire alors que la protection environnementale est ignorée? Non, que du contraire, parce que la Convention de New York de 1997 consacre une série d'obligations prudentielles en termes de réduction, d'élimination de la pollution de la ressource hydrique. Par ailleurs, la Convention consacre expressément le principe de droit coutumier d'une utilisation non dommageable du territoire. Et le dilemme est de trouver cet équilibre entre l'utilisation équilibrée et raisonnable de la masse d'eau avec la conservation des ressources naturelles, à savoir l'équilibre entre le passage des bateaux qui vont approvisionner le port d'Anvers, ici au sud, et la conservation des zones Natura 2000. Quels sont les points communs et les différences entre la Convention de New York de 1997 et la Convention d'Helsinki de 1992? S'agissant des obligations générales de prévention de la pollution ou de l'usage du cours d'eau transnational, voire de la coopération, les dispositions sont a priori relativement semblables. Toutefois, la Convention d'Helsinki de 1992 met davantage l'accent sur la protection de l'environnement. Je citerai 4 exemples. Tout d'abord, son champ d'application est beaucoup plus large puisqu'il couvre également les aquifères
transfrontalier sans que ces derniers interagissent avec le cours d'eau transfrontalier. Ensuite, les obligations de prévention prudentielle sont nettement plus détaillées, sont davantage précisées. La Convention d'Helsinki, par exemple, requiert le recours à une étude d'impact pour les projets qui auraient un impact significatif sur la qualité de l'ESCO, par exemple. Elle impose le recours aux meilleures technologies disponibles pour des usines que l'on retrouverait à Anvers ou dans le port de Flessinck. Elle proclame le principe de précaution ainsi que le principe du pollueur-payeur. Et elle précise également l'obligation de gérer de manière écologique un cours d'eau transfrontière comme l'ESCO. À cela, il faut également ajouter, en troisième lieu, que la Convention d'Helsinki prévoit un volet institutionnel nettement plus substantiel, permanent, qui va conduire les parties des cours d'eau transfrontalières à mettre sur pied la commission du Rhin, la commission du Danube, la commission de l'ESCO, la commission de la Meuse. Enfin, dernier argument, la Convention d'Helsinki est accompagnée de deux protocoles, l'un de 1999 qui fait le lien entre la santé et les cours d'eau transfrontaliers, et un autre de 2003 qui prévoit un régime d'indemnisation pour les dommages causés par des activités industrielles aux cours d'eau transfrontaliers. Est-ce dire que la Convention d'Helsinki porte une plus grande attention à la protection de l'environnement aquatique? Assurément, parce que le prisme est tout à fait distinct. La Convention d'Helsinki a été négociée sous l'égide de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. Ce sont principalement des États européens fortement industrialisés qui font face à des problèmes graves de pollution des ressources aquatiques qui ont abouti à conclure cet accord international. En revanche, la Convention de New York de 1997 a été négociée sous l'égide des Nations Unies et les pays en voie de développement sont davantage préoccupés par la gestion quantitative de leurs ressources hydriques que la gestion qualitative. Les deux conventions contiennent tant des obligations procédurales que substantielles. Comment sont-elles liées? Il est important d'articuler le fond et la forme. Par exemple, il est indispensable de mener à bien des études d'incidence sur les extensions des activités portuaires dans le port d'Anvers en vue de veiller au bon respect de l'obligation de prévention qui est consacrée tant par la Convention de New York que par la Convention d'Helsinki. Si les procédures ne sont pas respectées en amont, les obligations préventives ne seront pas correctement appliquées. Et cela a-t-il véritablement conduit à une amélioration écologique? Il faut savoir que l'ESCO est sujet à des pressions anthropiques considérables en raison des besoins industriels, agricoles, de la croissance démographique des régions environnantes. Cela dit, l'obligation fixée par la directive cadre 2060 d'atteindre un bon état de qualité de l'eau n'est toujours pas remplie. Donc les paramètres n'ont pas été franchis malgré tous les efforts qui ont été déployés. Il y a certes une amélioration de la qualité des eaux, des écosystèmes aquatiques, mais ce n'est pas encore suffisant pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par le législateur de l'Union européenne en 2000.